Internet, au-delà de son importance dans nos vies, a donné naissance à une nouvelle forme d'escroquerie communément appelée la cybercriminalité. Elle se manifeste sous plusieurs formes aussi immorales les unes que les autres. Entre autres, le piratage de données informatiques, le vol de données bancaires, mais surtout l'arnaque sentimentale. Alors, arnaqueur 2.0, sommes-nous trop crédules? Nous en parlons aujourd'hui dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Asseyez-vous confortablement. On débute maintenant. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur NCI dans votre émission favorite Les Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour. Salut Gadi. Hello, ça va? Anna, tu as triché ma coiffure? T'as vu ça? Ouais. Ouais, c'était les bouclettes, je me suis dit que j'allais m'y remettre et tout. Heureusement que moi, c'est mes cheveux naturels et elle, c'est une perruque. C'est ça. J'adore. Bon alors les filles, aujourd'hui, comme Kadi l'a dit en intro, on parle d'arnaque, d'escroquerie en ligne, un phénomène qui existe depuis quelques années et qui tend à croître et surtout à se développer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mélégeants sur Internet. Et en Afrique, on n'est pas du tout... on est aussi concerné par ça, sinon plus concerné même. Ouais. Alors ça vous inspire quoi? Est-ce que vous êtes familière de ce type d'arnaque en ligne? Ah, ça, alors Vas-y, Aurélie. on va dire j'ai été impliquée, victime, mais surtout en tant qu'usurpée. D'accord. Il y a quelques années de cela, déjà, je pense que c'était en 2010-2011 déjà, même 2010-2011. Je tapais mon nom tranquillement sur Google, je dis je vais voir ce que ça donne. Et la première chose qui s'affiche, c'est Aurélie Eliam, actrice ivoirienne arnaqueuse sur le net. Ah, on dit que tu es arnaqueuse. Oui, que je suis une arnaqueuse, voilà. Donc, je rentre dans un forum, je vois mon nom qui sort de partout. Ah oui, on m'a pris ça, on m'a pris 2000 €, elle m'a pris 1000 €. Je dis, moi-même, je cherche l'argent qu'on sort, me donne pas. Et voilà ça. Donc, j'ai été obligée même de porter plainte. À l'époque, il n'y avait pas encore la PLCC, il y avait la police, à la police judiciaire. Et ils ont mené des enquêtes. Et l'enquête a abouti seulement sur un petit garçon. Justement, il y a un monsieur qui a décidé de me faire confiance parce que j'ai écrit dans le forum que ce n'était pas vraiment moi et tout. Donc, dans tout ça, il y en a un qui disait non, c'est une fausse encore, c'est une escroque, il ne faut pas. Il y a un qui m'a fait confiance. Donc, on a monté un piège pour attraper, en fait, le jeune. Mais c'était un petit étudiant, enfin, même pas, c'était un élève de 4e, figurez-vous. Qui faisait juste, qui passait du temps, qui s'amusait comme ça. Mais sauf qu'il s'amusait pas puisqu'il il a quand même pris pas mal d'argent. Et la famille commençait à devenir demander pardon, nanani, nanana. J'ai laissé tomber. Mais c'est vraiment le maillon faible du. Ouais. Voilà, alors moi, c'est quasiment pareil, mais sauf que moi, c'était pas sur Internet qu'a dit arnaqueuse, mais c'est juste qu'un jour, j'étais au volant de ma voiture, il y a un monsieur qui me suivait sur une longue distance. Je l'ai remarqué dans le rétroviseur, un Libanais. Il me suivait, et à un moment, il me dit, gare. Et quand je regarde, je dis, c'est quoi le problème? Il dit, descends, tu me reconnais pas? Je dis, non, je ne reconnais pas. On a discuté, je dis, bon, ok, allons au commissariat, on va aller parler. Moi, je peux pas descendre de ma voiture si on n'est pas devant un commissariat parce que je te connais pas. Et devant le commissariat, il me dit, mais toi, j'ai parlé avec toi pendant 2 ans, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, et maintenant, tu fais comme si tu ne me reconnais pas, nanana. What? Et puis je lui ai dit non. Le policier lui a dit, mais si toi tu es en Côte d'Ivoire, tu vas savoir que celle-là, c'est une actrice. Comment c'est elle qui va faire des trucs comme ça? Il dit non, lui, il n'est pas ici et tout. Donc là, ça m'a envoyé à porter. J'ai porté plainte, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Mon Dieu. Bon, moi, personnellement, pas d'expérience personnelle. Et toi? Non. Merci. Et non. C'est galère. C'est très, très difficile, en tout cas. Mais c'est très courant, surtout d'utiliser les photos de personnes pour arnaquer. Ouais. Et Aurélie, tu as un bon réflexe. En fait, il faut regarder tout le temps sur Google ou taper son nom tout le temps dans les forums pour vérifier, en fait, qu'est-ce qu'on dit de nous et comment notre image est utilisée. C'est important. Écoutez, les filles, comme d'habitude, on porte la question ou le débat sur la place publique. Et on vous a demandé, avez-vous déjà été confronté à une arnaque en ligne? On écoute vos réponses dans ce micro-trottoir. Oui, il y a quelqu'un qui avait piraté le compte de ma mère. Et j'étais là comme ça, et la personne m'écrit, « Ah, comment tu vas, ma fille ?» Je dis, « Hey, on s'est vu à la maison, non ?» En même temps, la personne a tiqué. Donc, j'appelle ma mère, je dis, « Ah, mais on s'est vu tout le site, et puis tu me dis, non, que comment je vais ?» Elle dit, « Aïe, non, moi, je viens de me laver. » Je dis, « Ok, donc je vais essayer de tester. »
Quand la personne dit non, j'ai mon fils là qui ne se sent pas bien, vraiment sa femme va accoucher, je suis au Ghana pour un séminaire, est-ce que tu peux lui faire un dépôt, tout et tout. Il a dit, il a commencé à rire. Ah, moi-même, ma mère, elle a un enfant, moi-même, je ne suis pas au coup. Donc c'est comme ça, il lui a dit, ah mon frère, moi-même, c'est chaud sur moi aussi. Donc où tu as arnaqué là-bas, il faut partir ailleurs. Oui, plusieurs fois. Bon, le monsieur nous appelle, généralement c'est les garçons, nous appelle pour nous dire que madame, vous avez fait un versement, on doit vous recharger, mais compte tenu que le réseau ne passe pas, donc vous allez taper des syntaxes sur le téléphone, comme ça l'argent va venir sur votre compte. Bon, si tu ne connais pas que tu commences à taper, automatiquement on vide ton compte Orange Money. Bon, moi j'ai été confrontée à ça, mais comme je suis dans le domaine, donc, je n'ai pas été arnaquée. Bon, voilà, des expériences personnelles, il y en a. Hein. Pour dire qu'aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est partout, quoi. Non, C'est-à-dire, c'est il très suffit juste courant. qu'il y ait une nouvelle technologie, eux aussi s'adaptent. Bien Parce sûr. qu'avant, les mobile money n'étaient pas, c'était pas à la mode. Maintenant que c'est venu, ils essaient de s'adapter à Facebook. Bien sûr, Mais bien le sûr, pire, c'est que ça des- gâche l'image de la Côte d'Ivoire parce Et qu'on est depuis, blacklisté partout. On ne peut Après, même pas c'est faire la un Côte paiement d'Ivoire, par hein. carte Alors, de crédit. tu sais souvent. c'est qui les papas de la Côte d'Ivoire, c'est C'est au Nigeria. Nigeria. C'est là-bas que c'est né d'abord et après. Les Ivoiriens sont venus Ce coquer. serait bien qu'on ne soit pas dans la liste. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, alors, on va en parler avec des professionnels aujourd'hui. On a un juriste fiscaliste, Mohamed Tidiane Fofana, qui va nous rejoindre sur le plateau. On aura aussi un expert en cybersécurité, Laikana Koulibaly, expert en cybersécurité. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue. Bonjour Laikana. Bonjour Laikana. Ça va Bonjour Mohamed. très bien. Vous allez bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous avez commencé, je vais commencer peut-être par vous, vous êtes expert en cybersécurité. Est-ce que c'est parce que vous avez vu qu'il y avait trop d'attaques que vous avez choisi de vous mettre dans ce domaine-là, ou alors vous avez toujours été dedans? C'est d'abord une passion. D'accord. Voilà, c'est d'abord une passion. J'ai toujours été passionné par ce monde-là. Je suis moi-même né dans l'informatique. Je suis né dans l'environnement et après, c'était une passion. Et après, pendant qu'on avance, lorsqu'on voit ces méchantes choses qui sont faites, ça et là, bon, après, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice pour aider les victimes. Alors, quand on parle d'arnaque en ligne, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font et il faut peut-être commencer par des définitions pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'opère le plus. C'est quoi pour vous une escroquerie en ligne? Comment on la définit? D'accord. Une escroquerie en ligne, déjà, c'est quelque chose vraiment de très organisé. Donc, une personne malveillante, voilà, qui a peut-être différents objectifs, peut-être soutirer de l'argent à sa victime ou faire du chantage, du chantage émotionnel ou d'autres types de chantage. Et sa plateforme principale, son terrain de guerre, ce sont les outils, c'est l'Internet, tels que les réseaux sociaux, les sites de rencontres et plein d'autres choses. Donc, Internet est principalement le terrain de guerre de ce cybercriminel. D'accord. Quelles sont les différentes techniques d'arnaque les plus courantes? Bon, les techniques d'arnaque les plus courantes, il y a déjà l'usurpation d'identité en ligne. Voilà, l'usurpation d'identité en ligne. Donc, quelqu'un peut se permettre de dupliquer, se créer un compte. Voilà, il a une cible bien définie. Ça peut être un acteur célèbre, une actrice célèbre, un chanteur. Et donc, rien ne l'empêche de créer un compte avec ce nom. Parce que cette personne n'est pas la seule dans ce monde à porter ce nom et ce prénom. Donc, il se permet de le créer et après, bon, il peut utiliser cela pour soutirer de l'argent vu que cette personne, c'est-à-dire sa victime, bénéficie d'une certaine légitimité. Donc, voilà, il essaie d'utiliser ce moyen-là pour atteindre ses victimes. Moi, je voulais poser la question du point de vue juridique. Qu'est-ce que, juridiquement, on considère vraiment comme une arnaque en ligne, en fait? Alors, l'arnaque en ligne n'a pas fait l'objet d'une définition légale, au sens où. Donc, on s'en réfère très généralement à la pratique courante et à notre très vieux dictionnaire qui est rangé dans notre bibliothèque, qui définit comme l'ensemble des techniques, l'ensemble des moyens utilisés par une personne via les systèmes d'information pour soutirer des biens,
à des fins pécuniaires, matérielles, ou même pour salir la réputation même d'une personne. Voilà. Et donc, la juridiction aujourd'hui chez nous en Côte d'Ivoire n'est pas spécifiquement dédiée en fait au numérique en fait finalement. Il y a un vide juridique à ce niveau-là. Alors non, je ne dirais pas vide juridique. Alors, la terminologie arnaque, usurpation d'identité n'a pas fait l'objet d'une définition précise en Côte d'Ivoire. Okay. Toutefois, les infractions qui sont liées à ça sont notamment la loi sur la cybercriminalité, donc a créé certaines infractions en ligne, a adapté les infractions contenues dans le code pénal, donc les a adaptées donc au NTIC, au nouveau système d'information, et aussi à augmenter les peines relatives donc aux infractions qui existaient donc dans le code pénal. D'accord. Donc, alors, avant de venir en fait même dans les arnaques en ligne, il y a aussi des arnaques côté technologie, c'est-à-dire comme les mobile money dont la fille a parlé, les hackers des sites internet, les cartes Visa qu'on vole et tout et tout. Donc c'est tout ça qui est regroupé en fait dans... Alors oui, la loi sur la cybercriminalité en parle. Oui. Il y a aussi la loi relative à la protection des données à caractère personnel qui en parle. Voilà. Il y a aussi donc l'ordonnance relative à la télécommunication et aussi la loi relative à la protection des transactions électroniques. La loi relative aux transactions électroniques. Donc, toutes ces lois-là identifient donc ce qu'on appelle par transaction électronique, c'est ce qu'on appelle par transfert de flux monétaire électronique, et donc crée aussi un dispositif pénal, donc sanctionne par des peines d'emprisonnement et des peines d'amende, donc les infractions donc, liées là, donc, à ces différents phénomènes. Qui, à votre avis, est particulièrement vulnérable quand il s'agit d'escroqueries en tout genre que vous avez évoqué tous les deux? Quelles sont les personnes qui sont les plus vulnérables, s'il y en a? Est-ce qu'on n'est pas vraiment finalement égaux face à ce type d'attaque? En effet, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux? Oui, nous sommes égaux. Quel que soit, je veux dire, le statut de cette personne, une personne assez connue, riche, pauvre et tout, nous sommes tous égaux. Je ne sais pas, moi personnellement, depuis quelques années, on avait commencé à être familier de ce genre de mail qu'on nous envoie où on nous dit oui, si tu veux avoir tant d'argent, fais une donation. Enfin, il y avait toutes sortes de... Et les gens commençaient à prendre un peu conscience de l'existence d'une menace sur la toile, en fait. Mais je me demande juste s'il n'y a pas un problème finalement d'information ou de sensibilisation pour d'autres qui ne sont pas forcément conscients du risque qu'ils encourent à avoir une adresse mail, à interagir sur Internet. Il y a un problème de sensibilisation parce que, quels que soient les moyens qui seront utilisés, l'homme est la principale victime. L'homme est le point d'entrée pour tout type de cyberattaque, que ce soit en entreprise ou pour un particulier. Donc, la sensibilisation est l'une des clés. Il faudrait déjà... expliquer aux gens ce qui se passe, les techniques les plus connues et essayer aussi de partager avec eux quelques signaux qui peuvent leur permettre de reconnaître ce type d'attaque, ce type de cyberarnaque. Voilà. Ouais. Moi, je me demande, pour une personne qui est usurpée, comme qu'a dit... ou moi, quelles sont les solutions, je vous pose la question à tous les deux, quelles sont les solutions qui peuvent être les recours en tout cas possibles pour justement éviter ce genre de désagrément, on va dire, à l'avenir? Alors, le premier recours qui s'offre à vous, c'est de porter une plainte. Oui. Donc, de porter une plainte auprès donc, de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est l'organe en charge de mener, donc diligenter les enquêtes relatives aux infractions commises sur le système d'information. Donc, cette procédure-là va suivre le cours normal d'une procédure. Donc, plainte, ensuite recours auprès du procureur de la République, qui, s'il y a lieu, donc, va instruire, donc, va demander une instruction auprès du juge d'instruction, qui lui aussi va mener une autre enquête, à l'issue de laquelle il peut requérir certaines données informatiques. Et c'est en cela que la loi relative à la cybercriminalité est très intéressante, parce que sur ordonnance donc, du juge d'instruction ou bien même sur demande du procureur de la République, les entités qui sont chargées de conserver les données informatiques sont obligées donc, de les divulguer dans le cadre de l'enquête. Donc c'est très très intéressant. Il y a une obligation de conserver ces données informatiques-là sur une durée de 10 ans, et aussi il y a une obligation de les transmettre sur réquisition du juge d'instruction. Donc, une fois que
l'enquête a abouti et qu'effectivement les auteurs sont identifiés automatiquement, donc ces personnes-là font l'objet d'une arrestation, sont déférés, sont jugés, ils sont condamnés au regard donc des dispositifs légaux en vigueur. Et est-ce qu'on peut faire appel à des sociétés privées comme la vôtre pour vraiment aussi, comme on dit, parce que la police a fait son travail, c'est vrai, mais il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes. La police fait son travail souvent. Elle fait son travail, mais est-ce qu'on peut avoir recours justement à des sociétés privées pour réussir à trouver... Oui, on peut faire appel à des sociétés privées, mais en général, ce sont les entreprises qui nous contactent directement. Les individus. Voilà, rarement des particuliers, mais lorsqu'une entreprise est victime de cyberattaques, nous avons des méthodes d'investigation numérique qui nous permettent souvent de retracer les attaques, ce qui s'est passé, qui est l'auteur de cette attaque et autres. Maintenant, moi, à titre personnel, certains amis et certaines amies m'ont déjà contacté parce qu'elles ont été victimes d'usurpation d'identité et même de chantage à la webcam. Et nous, notre rôle, franchement, c'est de les orienter vers la PLCC, comme il l'a dit, pour porter plainte et ces derniers se chargeront de suivre le dossier. Voilà, nous sommes limités à ce niveau. Moi, il y a une chose que j'essaie de comprendre, c'est qui sont les arnaqueurs? Les arnaqueurs, est-ce que c'est des personnes qui sont forcément dotées d'une intelligence pas possible parce qu'ils ont toute une stratégie qui est mise en place et ils s'adaptent au fur et à mesure? Avant, ils étaient dans les cybercafés. Maintenant, ils ne sont plus dans les cybercafés, ils sont dans des villas. Ils ont des jeunes à leur service. C'est une mafia. Ils ont des partenaires à l'étranger. Ils ont des partenaires dans les banques, un peu partout. Oui. Les arnaqueurs, là, c'est des quoi? C'est des cerveaux? C'est la mafia. C'est la mafia 2.0. Ce sont des êtres humains d'une intelligence assez particulière parce que pour organiser toute cette attaque et tout, franchement, il faut quand même avoir de la matière grise. Donc, ce sont des personnes quand même assez intelligentes. Mais moi, comme je le dis souvent, tout le monde ne partage pas forcément cette idée. Ce sont des personnes qui ont besoin d'un encadrement. D'accord? Parce que cette capacité qu'elles ont peuvent être utilisées pour les entreprises. D'accord. Comme les hackers qui sont déjà passés de l'autre côté. Oui, comme les hackers ont mis des crimes, des cybercrimes. Ils sont comme les hackers, c'est ça? Exactement. Ça se voit, oui, ça se voit ailleurs, mais bon, ici, c'est pas évident. Ouais. Voilà, ça se voit ailleurs. Ailleurs, on les prend, on les met peut-être dans la police et puis ils gèrent des... Voilà, ils peuvent aider vu qu'ils connaissent le monde, ce monde-là. Ils ont interagi quand même avec, en griffe des collègues. Voilà, donc ils savent ce qu'il faut. Ce sont des personnes qui peuvent être utilisées, mais bon, elles peuvent d'abord faire un petit séjour à la maison d'arrêt de correction. Pour se rafraîchir les idées. Le phénomène est très répandu en Côte d'Ivoire ou est-ce qu'on le grossit? Je sais qu'au Nigeria, le Nigeria est connu pour être un pays très sujet au cybercrime et à la cybercriminalité, aux arnaques en ligne. La Côte d'Ivoire se place comment par rapport à tout ça? Je pense que... J'aimerais compléter ta question, mais justement, quelle est la conséquence le taux de cybercriminalité, d'arnaque en fait en ligne ici? Quelle est la conséquence finalement sur la population ou toutes les transactions financières qu'il y a sur le reste de la population? Au sujet du préjudice financier, pour les dernières données qu'on a à disposition, elles datent de 2018. Et le préjudice financier s'élevait à 5,5 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, 2018, ça tourne autour de 140 Parlons même de la fraude, c'est-à-dire sur les sentiments. Aux États-Unis, ça tournait autour entre 143 et 148 millions de dollars. Voilà, donc c'est énormément, c'est beaucoup d'argent. Il y a un gros impact financier. Après, c'est un plus grand pays aussi. Oui, c'est un plus grand pays, en effet. Voilà. Mais ici, 5,5 milliards, donc il y a pas mal, c'est-à-dire 60% sont les particuliers qui sont impactés, 36% des femmes, et les 4 autres % des entreprises. D'accord. Vous voulez acheter quelque chose? Oui, malheureusement, le constat est triste. Parce que la Côte d'Ivoire a détrôné le Nigeria en matière d'arnaque. On a détrôné le Nigeria? Moi, je savais que, par exemple, PayPal, par exemple, on est bloqué. Il faut nous dire. Oui, la Côte d'Ivoire a détrôné parce que, à telle enseigne que, la première victime
l'État, première victime de la Côte d'Ivoire des arnaqueurs ivoiriens est la France. Donc la France était obligée de tirer sur la sonnette d'alarme pour dire attention. Ouais. Alors, en 2012, on était à un préjudice de 3,3 milliards d'arnaques financières en Côte d'Ivoire. Les brouteurs, uniquement encaissés par les brouteurs ivoiriens. Wow. En 2013... Une phrase célèbre, la dette coloniale. Alors, d'aucuns estiment que c'est le remboursement de la dette coloniale. D'ailleurs, est-ce que les téléspectateurs peuvent commenter pour nous leur avis de dette coloniale ou... 2013, 700 millions de préjudices financiers dus uniquement aux arnaques sur les sentiments. Et les principales victimes sont des Français. D'accord. Donc, cela a conduit donc le gouvernement ivoirien à prendre des mesures drastiques, notamment par la mise en place de tous ces dispositifs législatifs, à la mise en place des différents organismes de lutte et de répression contre ces différentes attaques, et surtout à la sensibilisation par le biais de la production de l'émission Brouteur.com. Oui, bien sûr. Tout à fait. Vous avez été actrice. Donc tout ça, ce sont des efforts qui ont été faits par le gouvernement ivoirien afin déjà de prévenir donc, ce risque et d'avertir la population sur effectivement ce phénomène-là, qui prend de plus en plus d'ampleur. En 2013, on était à 3 milliards. En 2018, on est à 5 milliards. En 2020 on sait que ça régresse. On imagine que c'est plus. Non, malgré le corona. Donc ça veut dire que les mesures ne sont pas forcément efficaces. Finalement efficaces. Il y a une police qui est là, elle ne fait pas ce qu'on... Alors, la police fait son travail. La PLCC, dans son installation, a procédé à 494 arrestations, notamment 59 déferments, voire 40 emprisonnements. Alors, elle continue de faire son travail. Alors, le tout, c'est que la population aussi doit aussi éduquer sur les moyens de recours qui s'offrent à elle lorsqu'elle est victime de cyberattaques. Donc, il faut donc sensibiliser suffisamment la population sur l'existence donc de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité pour leur dire oui, on y va. Le problème qui se pose à leur niveau, c'est aussi la lenteur. Parce que les demandes sont énormes. Ah oui. D'accord. Entre les demandes légères, pour dire quelqu'un juste a utilisé mon identité alors qu'il n'y a pas eu un préjudice réel et sérieux, entre toutes ces demandes-là et les demandes qui sont véritablement sérieuses, le manque d'effectifs, le manque de moyens technologiques, puisqu'il s'agit de la technologie, donc de matériel de pointe, qui sont à des coûts, il pourra me dire aussi que ce sont des coûts qui sont non négligeables. Donc il y a tous ces problèmes-là aussi qui rendent, je dirais, qui ralentissent un peu l'efficacité donc de cet organisme-là. Mais bon, on croise les doigts. Le plus important, c'est la ferme volonté de l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir lutter farouchement contre ce fléau-là. Je voudrais rebondir un peu sur ce qu'il a dit. L'une des choses aussi sur lesquelles on doit vraiment s'axer, c'est la prévention. Oui. Voilà. Et l'une des clés de la prévention, c'est la sensibilisation. Parce qu'il faudrait vraiment éduquer la population. Il faudrait que la population sache réellement ce qui se passe. Et la PLCC a un rôle à jouer à ce niveau. Notre autorité de régulation aussi fait son travail à travers la cellule qu'on appelle le CICERT, d'accord? Mais la PLCC, vu que c'est elle en général qui reçoit les plaintes, elle doit vraiment faire un gros boulot de sensibilisation à la télé, à la radio et tout, parce que honnêtement, pour les seules fois où je regarde la télé, je ne vois pas de sensibilisation à ce niveau. Alors on continue avec vous tous les deux, juste après cette page pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. On parle de cybercriminalité, d'arnaque en ligne. On va parler plus particulièrement dans quelques instants de ces arnaqueurs affectifs, de cette escroquerie sentimentale. Mais juste avant de passer à ce sujet-là, Laïkana, vous nous parliez juste avant la pub de la nécessité de la prévention. Exactement. Donc, je disais que l'une des clés, c'est vraiment la prévention. Et la prévention, déjà, passe par la sensibilisation. Et il faudrait sensibiliser la population. Elle doit être à même de savoir ce que les méthodes utilisées par ces cybercriminels. Elles doivent connaître les petits signaux d'alarme.
comment les reconnaître, en général, quel type de message ils envoient. Voilà, donc il y a des méthodes assez usuelles qui sont utilisées par ces derniers. Donc, on doit vraiment beaucoup faire de sensibilisation. La télévision sert à cela. Donc, le sujet aujourd'hui que vous abordez, vraiment, c'est important. salutaire. Nous, on fait ce travail de sensibilisation. Allez-y, je vous en prie. À ce sujet, il faut relever, il importe de relever un point qui est essentiel. Aujourd'hui, on est coutumier du fait des techniques ancestrales d'arnaque. Arnaque à la loterie, en griffe, arnaque à la nigérienne, le mec qui vous appelle pour vous dire qu'il est héritier, donc il a besoin d'un soutien pour débloquer ses fonds, tout ça. Donc, aujourd'hui, on est plus ou moins averti sur cela. Mais ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que, aussi loin que le cerveau humain continuera d'être fertile, chaque jour, ils créeront de nouvelles arnaques. Ouais. Le temps qu'on puisse s'adapter à cette nouvelle type d'arnaque, il y a au moins 200-300 000 victimes qui sont déjà passées. Ils sont plus rapides. Aujourd'hui, je crois que il faut saluer l'effort des sociétés de télécommunications, des banques qui, sans cesse, n'hésitent pas à nous envoyer des messages pour nous dire attention à l'arnaque. Même là encore, ça ne suffit pas. La dernière fois, j'ai été victime sur les questions de mobile money. Lorsque vous consultez votre compte, il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un algorithme qui est derrière qui vous prend au fond. Ah oui. C'est une SIM assez spéciale qu'ils utilisent, et ils exécutent un retrait sur le compte de la victime. Et vous, ce qu'ils attendent de vous, c'est d'entrer votre code en consultant votre solde. Lorsque vous consultez le solde, automatiquement, il y a une faille qui est exploitée et eux, ils arrivent à effectuer un retrait. Alors, sur ce point, comment on pourrait anticiper? On ne peut pas anticiper. Ouais. C'est lorsqu'il y a déjà eu des victimes qui ont signalé que, voilà, on va avertir, mais en ce moment, ils seront déjà passés à un autre niveau. Alors, donc, c'est ça la difficulté, en fait. C'est très, très difficile, la gestion. La gestion des cybercriminels, c'est... Mohamed, on va continuer à parler de tout cela, mais on va se focaliser quelque peu sur les arnaques affectives. Donc, les arnaqueurs, je parle d'un cœur, regardez ce reportage de Karine Cassi. Trouver l'amour par écran interposé est une pratique courante grâce à la magie d'Internet. Ces histoires romantiques se terminent parfois très bien. Mais elles peuvent aussi se transformer en cauchemar lorsque l'âme sœur qui se cache derrière son clavier fait miroiter une relation amoureuse qui ne voit jamais le jour. On parle donc d'arnaque sentimentale ou de broutage, terme ivoirien faisant référence aux moutons qui se nourrissent sans effort. Comment ces arnaqueurs procèdent-ils ? Il suffit juste d'un compte sur les réseaux sociaux, d'une photo de profil attirante, on lance le filet en entrant en contact et en créant un rapport de confiance, et hop, le tour est joué. S'ensuivent des petits jeux coquins par webcam interposés que l'arnaqueur utilise par la suite pour faire chanter sa victime. La seule issue pour la victime, faire parvenir une importante somme d'argent au risque de voir ces images compromettantes diffusées sur les réseaux sociaux. Cette fraude en ligne, tout aussi financière qu'émotionnelle, est très répandue en Côte d'Ivoire, le pays qui s'illustre avec des personnages comme Commissaire 5500. Cette pratique a même valu à la Côte d'Ivoire une place sur la liste noire de certains pays européens. La toile, autoroute de l'arnaque pour certains internautes, ne cesse de faire des victimes. Les experts en cybercriminalité conseillent donc la vigilance pour éviter de tomber dans le piège de ces arnaqueurs pleins d'imagination et d'ardeur. Bon, voilà. Alors, on a parlé... Moi, je vais revenir rapidement sur ce commissaire 5500 et parler en même temps de corruption. Est-ce qu'il n'y a pas une petite corruption derrière? Parce qu'on sait que commissaire 5500, il a claqué des billets sur tout le monde ici. On chante ses chansons, son nom dans toutes les chansons. Il a été juste arrêté. Bon, il a fait une seule année en prison. Il est ressorti. Il a recommencé à claquer les billets. C'est-à-dire, on savait que c'était un arnaqueur. On sait qui c'est. Mais pourquoi est-ce qu'il est... Ça va pas quelque part, comme on dit. Alors, c'est une procédure qui a été entamée. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité d'être au fond du dossier. Donc, vous allez m'excuser de ne pas trop me prononcer sur la question. Mais bon, au vu de ce qui est apparent, s'il a été avéré que c'est un arnaqueur, et qu'il y a une sanction pénale qui a été prononcée, il y a des mesures d'atténuation certainement qui ont dû être prononcées. Je fais confiance à la justice ivoirienne. Je fais confiance à la justice. Alors, mais par ailleurs, comme Laïka l'a révélé tout à l'heure, ces personnes-là sont organisées. C'est tout un réseau
ensuite de policiers, de gendarmes, de gardes pénitentiaires, au cas où le litige arriverait éventuellement devant les instances pénales. Donc, c'est un réseau, c'est une bande organisée. Donc, il va falloir démanteler depuis la tête jusqu'à la fin. C'est ça, donc, c'est la mafia. C'est pas une seule personne. C'est pas une seule personne. À une seule personne, on ne peut pas opérer. On peut pas. C'est impossible. Alors, pour ce qui est de l'arnaque donc affective, comment est-ce qu'ils contactent les personnes? C'est quoi la procédure de base la plus répandue? Ok, d'accord. La première des choses que ces arnaqueurs font, c'est d'avoir un profil, une très belle photo, voilà, peut-être un avocat dans la quarantaine, barbe grisonnante, voilà, tout ce qu'il faut. Et voilà, fin séducteur, il entre en contact avec sa victime. Bon, il fait le choix de sa victime. Hein. Voilà, sa victime peut être une personne assez connue. Il se dit que cette personne a les moyens, donc il va établir une relation de confiance. D'abord, c'est la première des choses. Donc, en échangeant, il va même commencer à partager avec sa victime des informations personnelles, voilà, pour gagner sa sympathie et tout. Donc, c'est vraiment sur une longue période, voilà, sur le long terme. Voilà, donc, il procède comme ça. C'est vraiment d'abord la confiance. Et une fois que la confiance est établie, bon, c'est très facile, quoi. Vous verrez qu'en général, pour ce qu'on a observé, à quel moment il arrive à réussir son coup sur sa victime. Sa victime, souvent, va souhaiter rencontrer physiquement son avocat, en griffe, voilà. Et il va toujours détourner la question, esquiver. Et un jour, il lui inventera une histoire à dormir sur un lit vertical en lui disant au fait, j'ai un souci. Et peut-être un problème de santé, un truc de ce genre, et j'ai besoin rapidement d'argent parce que j'ai un problème avec ma carte et tout ça. Et vu qu'il y a une grande relation de confiance qui est née, elle va dire, OK, j'envoie de l'argent à mon chéri. Moi, j'ai un problème avec ces personnes qui se font arnaquer. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir un minimum de discernement. Comment est-ce que la personne, pendant qu'elle échange avec... Vous ne demandez même pas à avoir peut-être une rencontre par webcam. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes au point d'être aussi dépendants, effectivement, pour pouvoir y arriver à être arnaqué comme ça? En fait, même ça, Aurélie, je pense que c'est de l'amour, en fait. Tu peux aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu, c'est vrai, parce que... Non, en fait, non, moi, je ne suis pas en train de défendre. Tu peux aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Je ne suis pas en train de défendre, mais j'ai vu tellement de documentaires là-dessus, mais c'est incroyable. C'est des personnes qui sont généralement en quête d'amour. Oui, c'est le généralement dans la soixantaine. Ils trouvent la proie... Voilà, ils sont dans la soixantaine, ils ont perdu, par exemple, toute leur famille, mais les enfants sont grands. Et ils sont attirés. C'est pas facile, hein. J'ai vu cette dame-là et son histoire m'avait choquée, qui s'est suicidée le 1er janvier, quand le monsieur n'est pas venu le 31. Elle s'est suicidée en France parce qu'ils se sont pas vus 4 fois. Elle avait envoyé beaucoup d'argent. Il n'est pas venu première fois à l'aéroport, deuxième fois, non. Troisième fois, c'était le 31. Il devait venir fêter avec elle. Et quand il n'est pas venu, elle s'est suicidée. Le 1er. Alors comment ils font pour justement déterminer la proie peut-être un peu facile, entre guillemets? Vous savez pas? C'est via les sites de rencontres. D'accord. Le terrain de base, c'est le site de rencontre. S'il y a eu des personnes qui sont intéressées, mais la technique a évolué. Alors, mieux. On crée une personne réelle avec laquelle on collabore, qui est notre complice. Donc, je prends un exemple, je prends l'image de Kadi. Je lui dis, OK, j'ai un correspondant, tu vas t'occuper de lui. C'est vrai. D'accord. Donc en fait là, c'est de la connivence avec une autre personne. Mais bien sûr. Le niveau. Alors mieux. Semi-vérité. Mieux. La semi-vérité. Alors maintenant, avec les applications de photos, vous aujourd'hui, avec ce qu'on appelle, c'est un phénomène de cockfishing. Oui. Non, il y a le catfishing. Et il y a le cockfishing. Il y a le cockfishing. Ça consiste en quoi? Ça consiste à pouvoir augmenter ses atouts physiques pour plaire à son interlocuteur. C'est pas vrai. Alors nous, oui, effectivement, on est en retard. Vous apprenez quelque chose, là. Écoutez de cela, ils sont plus cachés. Oui, bien sûr. Il y a le walk-fishing. Vous savez ce que c'est, le walk-fishing? Que des phishing, quoi. Le walk-fishing, lui, il se fait passer pour une personne qu'il n'est pas, au regard de ses opinions politiques. Alors, il se fait passer, puisqu'il sait que vous êtes féministe, il se fait passer pour un féministe. Il se fait passer pour un végétarien.
Hein, il s'est fait passer pour quelqu'un qui boit de lait de l'avoine. Quelqu'un qui aime du sport aussi, c'est Anan. Quelqu'un qui aime Ouais, il s'est fait passer pour alors qu'il n'en a rien à foutre. Donc, une fois que la confiance est déjà créée, est déjà établie, à visage découvert, donc il profite donc pour soustraire ce qu'il a envie de savoir. C'est le grand danger, justement, le grand danger, la complexité, justement, surtout avec les réseaux sociaux et les applis de rencontre, parce que c'est là qu'on met les matchs et donc les préférences, c'est que c'est la capacité d'analyse des arnaqueurs, en fait, c'est leur capacité d'analyser leur proie. Donc, encore une fois, on revient à la sensibilisation, en fait, à alerter les personnes sur ce genre d'arnaque. Parce que vous me dites webcam. Oui, je viens de mon webcam, la fille avec qui je discute, je la vois. Oui, c'est vrai. Oui, mais il n'y a aucune intention, il n'y a aucune sincérité derrière. Bon, la victime... C'est-à-dire que quoi? Ils prennent quelqu'un qui ressemble à la personne, en fait, c'est ça? Non, ils vont plus loin souvent. C'est comme si Aurélie... Non, pas une personne, c'est comme si simuler. C'est juste que tu... Je vous dis, bon, Oli, excusez-moi, je viens d'attraper un client. Donc, tu vas te faire passer pour la femme, tu vas te mettre là, donc c'est ton visage, j'utilise ton image. D'accord. Tu es payé pour ça. Tu es payé, tu auras une commission. Bien sûr. tu aurais une commission. Ah ben dis donc. Lorsqu'il demande naturellement le premier contact, il met la webcam, il te voit, Oui. il n'y a pas de problème. Donc, après, tu vas qu'à des obligations. C'est ça. Donc, l'autre, donc il travaille. On m'a proposé de faire ça, je vous jure, une fois. Tu sais, On m'a proposé, non mais j'avais pas bien compris le ton, maintenant je comprends, mais on m'a proposé de faire ça. Des gens sont venus me dire, ah non mais écoute, tu viens, tu lui dis bonjour sur moi, puis ça va, j'ai dit, ça va pas. Juste une seule fois. C'est terrible. Mais il y a d'autres méthodes qu'ils utilisent. Ils simulent des vidéos. Donc, si, ça, je connais. vous activez la webcam, tu as l'impression de voir une personne réelle, mais c'est une vidéo préenregistrée. Et vous voyez cette personne, vous pensez que vous êtes en train de parler avec une personne physique. Et en général, souvent, ils ont toujours des problèmes avec leur micro. Hein. Oui, j'ai quelques problèmes, bon, plutôt, tu ne vas pas m'entendre et tout. Et c'est comme ça qu'en général, les chantages à la webcam se produisent. Et puis bon, après, si c'est un homme, il s'oublie. Et c'est perdu. Malheureusement, il va falloir que... je pense qu'on pourra prendre encore un petit une question temps. en plus. Oui. Alors, très bien. J'ai une très bonne question qui est très intéressante. Parce que c'est bien, on a parlé de toutes les différentes méthodes qui évoluent au fil du temps et de l'évolution technologique. Ceci dit... je sais que les objectifs varient, hein, mais quels sont les objectifs principaux de ces personnes-là? Parce que oui, je fais un gros coup, je gagne de l'argent, mais je me dis, j'ai quand même passé des mois à communiquer avec cette personne, c'est quand même une prise de temps. Je me dis, il n'y a pas des façons de fonctionner qui sont un peu plus efficaces et un peu plus lucratives. Non, je sais pas de donner les armes. J'aimerais savoir pourquoi c'est si rentable que ça pour un arnaqueur, en fait. C'est ça, ouais. Juste besoin d'argent. voilà, Non, mais donc, du coup, est-ce qu'ils peuvent faire plusieurs coups en même temps avec plusieurs Oui, oui, ça, c'est l'une de leurs plusieurs spécialités. dossiers. Ça s'aille dans le cyber comme ça. Oui, Là. ça, Ils ont 5 personnes chaque jour, ils parlent. c'est très rapide. Ils arrivent à changer leur voix et tout ça. Moi, je pense qu'une des choses aussi qu'il faut peut-être, sur lesquelles il faut sensibiliser avant qu'on parte, c'est les réseaux sociaux. En même temps que c'est utilisé pour arnaquer, mais en même temps, les arnaqueurs sont sur les réseaux sociaux, se font passer pour des personnes bien. Exact. On a vu l'histoire de Hush Puppy, le Nigérian qui a été arrêté, qui avait détourné plus de 200 millions de dollars. 300 millions de dollars, c'est l'un des plus grands arnaqueurs que le Nigeria et les États-Unis aient connu. Pourtant, sur les réseaux sociaux... Il se faisait passer pour quelqu'un de bien. Parce qu'en réalité, quand tu regardes... Non, en fait, c'est pas qu'il se fait passer pour quelqu'un de... Mais quand il met des photos où il dit qu'il est entrepreneur, il est architecte et tout ça, je crois. Il veut inspirer. Voilà, il veut inspirer. Il fait toujours des poèmes, des citations pour dire oui, le travail paye. C'est ce qu'il a perdu, non? Ouais, c'est ça. C'est dans les real estate. On a réussi à déterminer, les enquêteurs ont un peu trouvé grâce à mettre la main sur lui parce qu'il affichait son train de vie, ses voitures, son jet privé et tout. Donc, il ne faut pas qu'on croie tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde nous fait croire que ils travaillent, mais en fait, ils ne travaillent pas, ils sont des arnaqueurs. Non, mais disons. Le petit mot de la fin, peut-être, Mohamed et Laïkana? C'est d'appeler à la vigilance des uns et des autres parce que les techniques n'ont pas encore fini d'être épuisées. Donc, chaque jour, ils sont à pied d'œuvre. C'est la sempiternelle lutte entre le bien et le mal. Ouais, c'est ça. On ne finira jamais de combattre le mal. Donc, il faut être en alerte, faire très, très, très attention, s'informer, être au fait et suivre les recommandations des autorités compétentes en la matière. Ok, en ce qui me concerne, c'est déjà de faire attention. Voilà, de faire attention à tout ce qui est trop beau pour être vrai et ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi, parce qu'en général, ça vient de là. Et quand on a des doutes, essayer de contacter des personnes, je veux dire, avisées, voilà, quoi, pour avoir des solutions avant d'être victime.
Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci. On a beaucoup appris grâce à vous. Alors, surtout, vous, ne bougez pas. On se retrouve après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes toujours dans votre émission Les Femmes d'ici et on continue de parler de la cybercriminalité, n'est-ce pas? Et oui, on va rentrer encore plus dans les détails de cette émission avec un ami qui va nous donner quelques astuces afin d'éviter de se faire piéger sur Internet. C'est tout de suite dans la zone digitale. Alors, ladies, c'est très compliqué d'éviter des pièges sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général. Donc, j'ai essayé de regrouper quelques petits points clés, en tout cas pour éviter d'être arnaqué sur les réseaux sociaux, surtout parce que c'est vraiment ça qui est très populaire en ce moment. Alors, la première chose, est-ce que vous acceptez des amis, des invitations d'amis que vous ne connaissez pas? Facebook, par exemple. Facebook, Alors oui. moi, oui, parce que je me dis tout le monde m'ajoute parce que je suis personne publique. Oui, Donc, justement. ma page, mon compte, si. Mais justement, tu devrais, en Pourquoi fait, tu as une page officielle, donc tu devrais juste te contenter d'accepter, d'avoir ta page officielle où les gens like, parce que ton compte privé, ça reste ton compte privé, donc tu crées encore une brèche pour avoir accès à tes informations. Je pense que j'ai 5000 amis, plus 20 000 followers là-bas, je vais les... Et il y a même une possibilité de switcher. Il y a une possibilité sur Facebook de switcher. Non, tu es obligé de sensibiliser tes amis. Non, je veux dire switcher du compte des followers de ton compte privé à ton compte public. Non, tu as tu la peux pas, possibilité. tu peux pas, Tu tu dis, peux pas. vous êtes sûr? Moi, je l'ai fait une fois. Ah non. C'est pas la même chose en fait. Bon, si vous le dites. Si vous le dites. Donc voilà, en fait, c'est très important. Ton profil est censé être ton profil à toi, sur lequel justement tu partages des données qui sont plus ou moins personnelles. On sait que les réseaux sociaux, on va liker un post, on va liker une chaussure, etc. Et c'est à partir de ces informations que les arnaqueurs peuvent analyser en fait ce que tu préfères, ce que tu aimes, tes comportements et utiliser ton identité ou même venir te parler directement. Donc plus ton compte perso est ouvert, effectivement, plus tu as des possibilités d'être arnaqué. Donc le compte perso devrait être le compte perso avec des amis ou des personnes en tout cas qu'on a déjà rencontrées dans la vraie vie. Voilà. Moi, j'ai 5000 demandes d'amis que j'ai pas regardées. Moi, je laisse cette personne que je ne connais pas. Je ne regarde même pas. On n'autorise même plus les demandes d'amis sur Facebook. Je ne vois même pas les messages. Vous savez, des fois, on reçoit des messages en côté en spam. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu es quand même tenté de savoir qui, en fait, tu vas ajouter quand même des personnes, il faudrait faire des recherches sur le profil, aller regarder ses comptes, etc. Par exemple, sur Instagram, on a des gens qui viennent, qui likent tous nos posts, etc. Ça aussi, qui font qu'on va voir leur compte. Ça aussi, c'est une forme, voilà, c'est une stratégie en fait déjà pour les gens de développer leur visibilité, envoyer des gens sur les comptes. Like 30-40 posts, et vous allez aller là-bas. Oui, il y en a qui ont 0 publication ou une publication. Il faut éviter en tout cas de suivre ces personnes ou d'avoir des discussions avec ces personnes parce que moi, en tout cas, personnellement, je pars d'un principe. Je poste une photo par jour sur mes réseaux sociaux et si tu en postes 0, en fait, on n'a pas grand-chose à se dire. Parce que moi, je donne beaucoup trop d'informations que toi, tu ne m'en donnes pas. Donc, c'est pas intéressant. Les Donc, gens qui sont sous-marins sur les réseaux. Voilà, donc évitez ça, sauf des personnes que vous connaissez dans tous les cas. Ensuite, vous pouvez créer plusieurs groupes d'amis pour diffuser des informations qui vous permettent justement d'avoir des informations personnelles plutôt que de diffuser systématiquement sur les réseaux. Si vous voulez partager des éléments, faites plutôt des groupes d'amis, de vrais amis, avec qui vous allez pouvoir partager vos informations. Ensuite, il faut vérifier aussi régulièrement des contacts. Ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des gens qui s'ajoutent, vous ne savez pas comment, parce que c'est soit par... il y a quelqu'un qui est ton ami, tu ne sais pas. C'est vrai. Donc, il faut regarder, en fait... C'est vrai, une sorte de check. Donc, les followers et tout, il faut vérifier... C'est 5000 amis, là? Oui. Ah non, mais je pense que tu fais ça chaque semaine. tu vas pas te rendre compte. Tu fais un petit peu, par petit bout. Mais il faut quand même checker de temps en temps, faire vraiment attention à ça pour voir qui est venu s'ajouter comme ça. Parce que justement, on parlait des gars qui sont très forts, qui peuvent contourner le système et devenir tes amis et même peut-être accéder à ton compte et faire quoi? Le fermer et le bloquer. Ouais. Une autre chose qui est importante, c'est vraiment... la vérification à deux niveaux. Ah oui. Ça aussi, il faut le faire. Il y a ton numéro de téléphone, etc. Ça limite encore les accès aux personnes sur les réseaux sociaux. Et puis, le moins on en dit,
le mieux c'est. C'est vrai que c'est difficile. Donc mais tu proposes qu'on soit plus privé, en fait. plus privé. En tout cas, en fait, on peut partager nos passions, etc. Mais en fait, notre vie privée ou nos... Les enfants, surtout, préserver voilà, les enfants aussi, il faut préserver les enfants sur les réseaux sociaux. Pour les demandes d'argent, Oui. il y a des gens, comme on a vu dans le reportage, quelqu'un c'est sa mère qui l'a appelé pour... Mais ça peut arriver que, en fait, Kadi, on soit amis sur les réseaux sociaux et que je vienne te demander de l'argent en DM. Ça arrive. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, oui. Voilà. Bon, ça devrait pas. Mais ça pourrait. Et comme on se connaît, tu vas te dire que oui, ok, ami, je t'envoie, je te fais un OM tout de suite. Mais en fait, c'est pas ami. Prends le téléphone, appelle-moi et demande-moi, mais tu m'as écrit ça, de quoi tu as besoin, ou est-ce que c'est vraiment toi? Donc, évitez, en fait, à travers les réseaux sociaux, de faire des transactions d'argent ou d'accepter de donner de l'argent à des personnes. Si ce sont vos amis, appelez-les. Si ce n'est pas vos amis, c'est pas... Il n'y a pas de voilà. Ça s'arrête là. Voilà, ok, donc c'était un peu, grosso modo, aussi... Ah oui, j'ai oublié, pardon, les liens. Évitez de cliquer sur des liens de sites qui ne sont pas vérifiés. Quand on vous demande un contact, pareil encore, toujours revérifier. Google est votre meilleur ami sur Internet. Vérifiez les liens, les sites Internet qui vous demandent de mettre des données personnelles ou des informations ou des emails que vous recevez. On vous dit cliquez ici pour donner plus d'informations. Même Facebook, Instagram, vous pouvez recevoir des mails qui disent, des messages qui disent « Ah, attention, vous avez mal fait, vous avez mal rempli ceci. » Vous ne remplissez pas telle condition, cliquez sur le lien. Non, en fait. Facebook, en tout cas, de ce que je sais, quand ils veulent bloquer ton compte, ils le bloquent tout court. Ils ne t'envoient pas de mail pour te prévenir. Et en fait, quand ils finissent de faire ça, ils t'envoient un mail. Donc, l'une des choses que moi, je reçois aussi récemment, c'est la certification sur Instagram. Parce que pour avoir la certification, le tic bleu... C'est toi qui dois faire la démarche. Exactement. Alors, je reçois beaucoup de mails. On dit, ah, votre compte a été éligible pour un tic et tout. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Je reprends Il ne faut pas faire ça. La certification, c'est une démarche que tu fais, justement, une demande que tu fais postuler pour avoir la certification. Merci beaucoup, Ami. On a beaucoup appris. Aussi, changer les mots de passe souvent. Souvent, oui. Voilà, c'est vrai, merci. Changer les mots de passe souvent, même si on prend un petit bloc-notes qu'on cache bien dans une pièce. Ça, on le sait. Moi, je le sais perso, mais qu'est-ce que je déteste. Et ne pas avoir les mêmes mots de passe aussi pour tous les comptes. Tous les comptes. Ça, c'est ou changer un truc. En fait, tu as tellement peur de ne pas pouvoir retenir que tu mets le même mot de passe. Il faut le bloquer, il faut l'écrire sur un petit bout de papier, le cacher bien au fond de tes affaires, tu vois. Mais c'est important, c'est vrai. Merci beaucoup, les filles. On continue l'émission tout juste après une page pub. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la 4e et dernière partie de votre émission préférée, Les Femmes d'ici sur NCI. On change complètement de thème, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, on va parler maintenant santé, surtout pour les nouvelles mamans ou les futures nouvelles mamans. Nous allons recevoir sur le plateau Mélissa Koulibaly qui va nous donner 5 choses à savoir sur l'après-accouchement. C'est dans Au Top. Bonjour Mélissa. Bonjour. Comment ça va? Super bien. Jolie maman. Jolie maman, exactement. Alors, vous avez 5 choses à nous dire sur l'après-accouchement. Et c'est un sujet très important. Je pense qu'on n'en parle pas assez, donc j'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous dire. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Oui, nous sommes prêts. D'accord. Alors, quand on est enceinte, on fait les 9 mois, on accouche, soit par césarienne ou encore par voie basse. On se dit après ça que c'est fini, ok, ça va, on a fait le tour, alors que après l'accouchement, il y a un autre challenge en fait. Et très sincèrement, moi, j'aurais voulu savoir toutes ces choses avant d'avoir un enfant. Et c'est ce que je veux partager avec vous. D'accord, allez-y. Donc le premier point concerne l'allaitement. Donc on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, dans les films, bon, ça se passe super bien, maman qui donne la tétée à son bébé. C'est tout mignon, alors que c'est pas toujours évident. Pour certaines mamans, ça passe comme une lettre à la poste, et pour d'autres, c'est vraiment compliqué. Déjà, il faut savoir que quand on allaite, quand on est maman, on a les tétons qui sont très sensibles.
Très, très sensible au tout début. Et ça fait qu'on a du mal à donner à téter à l'enfant parce qu'on a l'impression qu'on est en train de se faire déchirer Ça fait mal. Très mal. Et après, on a les seins qui s'engorgent vraiment. C'est très, très douloureux. Et comment on peut faire pour pouvoir arriver à gérer tout ça? Si vous avez des poches d'eau, des poches de glace, pardon, vous pouvez mettre sur les seins, ça permet de calmer un peu et tout ça. Et voilà, c'est le premier point que je souhaitais partager. Et alors j'imagine, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à allaiter directement aussi parce que peut-être le bébé veut pas. Et du coup, il y a ce principe qui est censé être très naturel, ne se fait pas toujours très... C'est pas toujours très Moi, naturel. j'ai l'expérience de ça, mais je vais vous laisser terminer d'abord. Et ensuite, on va dire. D'accord. Alors, le deuxième point, ça concerne les contractions après l'accouchement. Ça tranchées, existe, ça? Les tranchées, voilà le nom. Les tranchées. Les tranchées. Non, mais quand vous entendez le nom déjà, Tranchées, vous même ce imaginez terme est horrible. combien de fois ça fait super mal. C'est très, très douloureux. Et moi, j'ai connu les tranchées à mon deuxième accouchement. Généralement, ça survient au deuxième, troisième accouchement ou après une césarienne pour le premier enfant. Et c'est très, très douloureux. Donc, vous finissez d'accoucher, vous vous dites qu'il n'y a pas de problème, c'est réglé, on a fini de lutter de l'autre côté là-bas, donc il n'y a pas de souci. Et vous remarquez que vous avez des contractions. Et généralement, ça survient quand vous voulez donner à téter à l'enfant. Déjà, on a le souci avec l'allaitement maternel. Comment tenir le Et bébé? si tu dois avoir encore les tranchées, tu ne fais pas attention, ton bébé risque de tomber en fait. Voilà. Et comment on arrive à gérer ça? Vous voyez votre sage-femme, votre gynéco, dès que vous sentez qu'il y a des contractions, que ce n'est pas vraiment normal, ils pourront vous donner de quoi calmer la douleur. Voilà. Ça peut durer longtemps, les tranchées? Bon, en tout cas, moi, Dans votre cas, oui. pratiquement une semaine, avant que je ne me rende compte en fait D'accord. que c'était cela. Le temps d'appeler, demander à la sage-femme, écoute, voilà, parce qu'avec les mamans, vous savez, on te dit, c'est normal, c'est des choses qu'on va te soigner à l'africaine, on va faire ceci, cela. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, le troisième point, ça concerne les saignements après l'accouchement. Donc, ça s'appelle les lochis. Donc, tu te dis, tu finis d'accoucher, en principe, c'est fini, mais il y a des saignements, c'est normal. Et ça provient de l'utérus, en fait. Donc, ça part pratiquement de 1 à 2 semaines. Et si vous voyez qu'au bout de 2 semaines, c'est toujours abondant et ça ne se tasse pas, il faut automatiquement voir son gynécologue. Ce n'est pas normal. Voilà. Et le quatrième point, qui n'est vraiment pas reluisant, ça concerne tout ce qui est constipation. Voilà, ce n'est pas seulement quand on est enceinte qu'on peut être constipé. Franchement, c'est pas facile. C'est beaucoup de choses. Moi, j'aurais voulu savoir, sincèrement. Parce qu'après l'accouchement, on est sujette à des constipations. Et il C'est pour ça qu'après l'accouchement, nos mamans nous disent de manger du liquide, de manger tout pour pas être constipé. Il faut manger sain. Il faut boire manger des beaucoup fibres, d'eau boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, manger beaucoup de fibres. Il faut, voilà, il faut pas forcer surtout. Il faut pas forcer. Si ça va pas, vous voyez le gynéco, il va vous prescrire un laxatif ou encore quelque chose pour pouvoir vous soulager. D'accord. Voilà. Maintenant, le cinquième point, c'est tout ce qui est en rapport avec les fuites. Ça arrive. Ça arrive. Si vous avez ça, vous n'êtes pas un cas isolé en fait. On dit fuites, ce sont les incontinences urinaires? Oui, voilà. Fuites Les fuites urinaires. Voilà. Ça arrive à certaines mamans. A contrario, il y en a qui ont des problèmes pour pouvoir uriner. À cause de la douleur? Pas forcément. C'est pas à cause de la douleur. Mais c'est des choses qui arrivent. Et dans ce cas-là, généralement, le gynécologue va vous mettre Une sonde. une sonde. Oui, ma mère, on en parlait récemment. C'était traumatisant comme conversation. Va vous mettre une sonde. Mais c'est des choses qu'on devrait nous dire, en fait, pour qu'on puisse se préparer. On nous dit ça fait mal l'accouchement, mais on ne nous dit pas qu'après, il y a... Je pense que peut-être est assez après, c'est parce préparé que c'est quand on raconte. au cas par cas. Hein, parce que tout ce que vous avez cité, moi, par exemple, je n'ai pas connu tout ça. Moi, j'ai pas eu les tranchées. Moi, j'ai juste eu le pas problème ouais. d'allaitement qui a fait que j'ai vite sévré mon fils parce que j'ai eu des crevasses. Des Et quand crevasses, lui, il ne oui. pouvait pas téter, donc j'étais obligée de tirer tout le temps le lait pour lui. Et après, j'ai eu les seins qui commençaient à saigner parce que ça faisait très C'est à mal. force de donc tirer que vous à avez force eu de les tirer, crevasses, voilà. les crevasses. Oui, c'est ça. Donc j'ai arrêté complètement. Même Donc, si je pense c'est au cas par cas, c'est bien de le savoir. Ouais, bien sûr. Les gens peux disent pas préparer. sinon tu vas pas avoir de Comme ça, grossesse. tu peux te préparer. Oui, mais
Comme là, tu sais que c'est le pire, enceinte. le scénario le plus difficile. Au moins, tu te prépares à cette Mais on n'est éventualité. jamais assez préparé, il faut le vivre. C'est ça. Anan. Il y a des choses que tu découvres quand même, c'est Voilà, ça. quand même. Ça, c'est juste côté physique et tout ça. Sachant Sinon, qu'il y a d'autres après, choses mentales aussi. Oui. Le baby Moi, je voulais blues, rajouter le quand même baby un autre blues. point que je pense que j'ai constaté que la plupart des femmes ne savent pas. C'était la chute des cheveux. Ça, je savais pas. Oui. Alors bizarrement, C'est- moi, j'ai eu les cheveux c'est qui la- ont poussé encore super, Pendant la comme grossesse. Inda, oui, pendant la grossesse. Mais à c'était- l'accouchement, il y a Après, non, une... ils sont restés. Ah Il non. y en a qui perdent après Il y en a 3-4 qui mois. perdent, ouais. Et en fait, des fois, ils perdent pas systématiquement. C'est au bout de peut-être 6 mois, elles constatent que les cheveux tombent, etc. C'est la chute hormonale, en fait. Il y a... Ça dépend aussi. C'est pas grave, Ce que ça j'ai peut... vécu, par contre, que je pense qu'il faudra ajouter, c'est quand on fait une césarienne, il y a un mal de tête qui vient après. Ah oui, j'ai appris ça Ce aussi. mal de tête-là, il n'est pas connu. Ça dit que tu ne le souhaites à même pas ton pire ennemi. C'est insupportable. Et ça s'aggrave quand tu C'est lié à la te tiens. césarienne? Oui, c'est les produits de l'anesthésie. L'anesthésie. C'est-à-dire qu'on dit plus tu te tiens debout, plus ça fait mal. Il faut que tu restes constamment allongé. C'est comme si on te prenait un camion qui marchait sur ta tête. J'ai vécu ça lors de mon deuxième. Et je ne connaissais pas, en fait. Pour moi, c'était choquant. J'ai failli m'évanouir. Et la douleur du dos, ce que les mamans, C'est dont ça, les ça, mamans là, ça parlent. commence dans la tête jusqu'au dos, ça descend jusque... C'est ben. atroce, Ouh là là. toute la journée. Mais au bout de 2-3 jours, ça passe. Ça passe. On dit que ça arrive sur une personne sur 200. Et moi, j'étais la seule personne. Ouais, Eh c'est ben. moi, comme les vomissements gravitiques, ça arrive chez 1% des femmes, mais je suis dans les 1%. C'est horrible quand ça arrive, Horrible. ça. Ouais. Merci Merci beaucoup. En tout beaucoup. cas, Merci, Mélissa. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous. On a beaucoup appris. Surtout moi, je pense. Je suis la seule personne qui n'est pas encore maman sur ce plateau. Mais tu sais tellement de choses, même que tu as dit. Je me renseigne. Avec tout ce qu'on dit ici. c'est Quand les journalistes, elles se documentent Je me avant documente. de produire le résultat. Mais la À la, fois, pratique. à la fois à cause de la déformation professionnelle, mais aussi parce que j'ai une appréhension qui est là, qui existe. Il faut pas se Ouais, mentir. en pratique, là, ça va passer. Merci beaucoup, maman. En tout cas, on a beaucoup appris. Ouais, beaucoup. Et puis on espère vous recevoir encore sur le plateau très prochainement Oui, avec pour d'autres plaisir. informations sur la maternité. Merci aussi à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission sur NCI. On vous donne rendez-vous demain, même heure, sur NCI. Allez, excellente journée à tous. Bye.